Bonjour Arnaud Alessandrin, sociologue expert dans la question des transidentités. Vous avez soutenu une thèse intitulée Du transsexualisme au devenir trans. Vous êtes actuellement chargé de cours en sociologie du genre et des discriminations à l'Université de Bordeaux. Alors, à Genève, de plus en plus des adolescents se déclarent gender fluid ou non-binaires. 1 ou 2 élèves par établissement secondaire se déclarent trans et intègrent un programme de transition en lien avec le département de l'enfant et de l'adolescent. Est-ce une mode et est-ce que c'est parce que maintenant c'est possible de le dire? Alors, c'est une très très bonne question, mais il y a toujours une difficulté à penser que ce phénomène est une mode. Car si on pense que c'est une mode, premièrement, on va minimiser le phénomène en considérant par exemple que c'est passager ou en considérant que les personnes qui expriment le désir d'être reconnues, par exemple, dans un genre nouveau, sont influencées de l'extérieur comme la mode va influencer certaines personnes. Le deuxième écueil, c'est de considérer que cela ne va considérer que les jeunes. C'est-à-dire que comme les phénomènes de mode sont toujours ou le plus souvent associés à l'âge adolescent, on va considérer que les questions de genre, les questions transgenres, les questions gender fluide sont plutôt des questions liées à la jeunesse et que, comme elles sont d'ailleurs elles aussi passagères, elles vont passer avec le temps. Au fond, comme un petit peu l'homosexualité avait été caractérisée par la théorie de l'immaturité, d'abord une immaturité adolescente, puis une stabilisation dans l'âge adulte du côté d'une norme habituelle, le masculin, le féminin. Donc, je serais plutôt partisan pour ne pas passer par le concept ou par la notion de mode et pour très clairement considérer que ces personnes sont aujourd'hui plus visibles et en tant qu'elles sont plus visibles, on entend plus leurs revendications, leurs demandes et leurs besoins de reconnaissance. Elles sont plus visibles à l'école, mais elles sont aussi plus visibles en dehors de l'école, notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et ceci provoque des effets d'identification. À la question « qui suis-je ?», les jeunes trans, les jeunes non-binaires, les jeunes gender fluides ont aujourd'hui des réponses identificatoires, et non seulement des réponses identificatoires palpables, avec des noms, des prénoms, des artistes, des identifications, mais aussi des identifications positives. Et là, c'est un grand changement, car jusqu'à assez récemment, il y avait pour identification plutôt des figures négatives, péjoratives ou stigmatisantes. Donc ça augmente d'autant plus le besoin et la nécessité d'être reconnu de la part des jeunes, mais aussi des moins jeunes, en matière de genre, qu'il s'agisse d'ailleurs d'identification de genre au sens transgenre ou gender fluide ou non-binaire. Toutefois, si ce n'est pas une mode, comme tout phénomène social, il inclut des effets de mode. Par exemple, en 2015, avec Karine Espinayra, quand nous avions écrit Sociologie de la transphobie, nous avions noté des identités de genre, notamment, on peut penser à des identités comme unknown, inconnu, ou whatever. Et ces identités n'apparaissent plus aujourd'hui, notamment quand on fait nos études avec Johanna Dagorn sur la santé des LGBT à l'école. On voit plutôt arriver des jeunes non-binaires ou des jeunes gender fluides. Mais là encore, rien d'étonnant. Il y a aussi eu des identifications, notamment par des courants philosophiques, des courants de pensée, et aujourd'hui, la théorie queer va bifurquer, va faire plier des identités nouvelles en termes de genre. Elles ne sont donc pas encore stabilisées, elles sont assez éruptives, et tant mieux, cela montre que ces identités ne sont plus données par l'extérieur, mais elles sont produites par les individus eux-mêmes dans leur nécessaire construction identitaire. Ok, merci beaucoup. Alors, la deuxième question, c'est quel est le rôle des enseignants face à ces adolescents? Bien sûr, il faut être vigilant face au risque de harcèlement, par exemple, mais quoi d'autre? La question du rôle de l'enseignant
ou de l'enseignante est centrale. Et bien sûr, la question de la prévention en matière de lutte contre le harcèlement, mais aussi en matière de lutte contre les violences, contre les discriminations et contre les injures, doit être sans cesse rappelée. Et pourquoi je dis que ça doit être sans cesse rappelé? Notamment parce que du côté des injures, la banalisation des injures, leur répétition au quotidien nous donne l'impression que, premièrement, agir sur les injures est impossible. Deuxièmement, que si on devait agir sur les injures, on ne ferait que ça en tant qu'enseignant ou en tant qu'enseignante. Juridiquement, il est bon de rappeler que l'homophobie et la transphobie sont pénalisables. En France comme en Suisse, depuis plus récemment en Suisse qu'en France, il n'en demeure pas moins que si on met au cœur de notre attention l'individu stigmatisé, alors la lutte contre le harcèlement, les violences, les injures et les discriminations, ça doit être un enjeu sans cesse rappelé au corps enseignant, mais plus généralement aussi aux adultes encadrants dans les établissements. Il y a d'autres éléments à rappeler. Quand un jeune ou une jeune trans, non-binaire, gender fluide, gender créatif, comme diraient les Canadiens et les Canadiennes, sont scolarisés, peu importe d'ailleurs le niveau de scolarisation, des questions de citoyenneté se posent aussi. Et les jeunes ne posent pas leurs droits lorsqu'ils rentrent dans les établissements. Ils sont dotés pleinement de leurs droits, y compris dans les établissements. On peut penser notamment au droit à la santé. L'accès à la santé, l'accès à l'information à la santé et l'accès à la continuité dans les parcours de santé en dehors et dans l'école. Or, pour les enfants qui souhaitent bénéficier de prises d'hormones ou de changements corporels, la question du lien entre le dedans et le dehors de l'école doit être maintenue, doit être posée, et l'enseignant et l'enseignante, qui n'est pas seul, est aussi en première ligne par rapport à ces préoccupations. On peut penser à des éléments aussi du respect de la vie privée. Et l'enseignant et l'enseignante, en tant qu'il interpelle les élèves par leur nom et par leur prénom, majoritairement par leur prénom, est aussi dans cette situation de pouvoir respecter la dignité et la vie privée des jeunes auxquels ils s'adressent, auxquels elles s'adressent. Enfin, l'enseignant, il a aussi un rôle à jouer dans l'interpellation non pas des publics potentiellement vulnérables, mais aussi des témoins. Et l'enseignant et l'enseignante, ils ont des programmes scolaires, ils ont des chartes, ils ont des lois, des cadres, des procédures qui leur permettent bien sûr de protéger les plus faibles, mais aussi d'interpeller les témoins, en ce sens que les témoins sont toujours présents lors d'injures, d'harcèlement ou de discrimination, et qu'il s'agit, en matière de citoyenneté, de considérer qu'il n'y a pas d'un côté les harcelants, de l'autre les harcelés, mais bien au centre la figure citoyenne du témoin qui peut faire ce lien entre la cour et l'enseignant, l'institution et l'enseignant ou l'enseignante. Et s'il n'y a pas des adultes, comme les enseignants ou les enseignantes, pour rappeler le rôle des témoins, alors cette politique-là tombe à l'eau. Et en fait, on parle aussi on parle beaucoup des élèves en transition, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des enseignants et des enseignantes qui eux-mêmes ou elles-mêmes se qualifient de non-binaires? Par exemple, c'est le cas dans un établissement genevois, une personne enseignante a demandé à ce que les élèves ne l'appellent pas ni monsieur ni madame, mais professeur, ce qui est l'avantage d'être en oral épicène en fait. Donc, comment cela se passe-t-il d'ordinaire avec les élèves ou avec les collègues? Alors, je pense que si on pose la question des élèves, il faut évidemment poser la question des enseignants trans, non-binaires ou gender fluide. Et face à cette problématique des enseignants trans, peut-être qu'il faudrait diagnostiquer au moins 4 écueils, 4 difficultés dans à la fois la pratique professionnelle, mais aussi les parcours des enseignants. Ouais. La première des difficultés, c'est la difficulté institutionnelle. Comment faire avec une institution qui ne reconnaît pas toujours le genre de la personne, qui ne reconnaît pas toujours le sexe de la personne? Comment faire en matière de formation? Comment faire en matière de droit? On peut penser au droit à la retraite, par exemple, avec des bulletins de salaire qui ne correspondent pas toujours à l'identité de la personne. Comment peut-on faire également en matière d'orientation si des enseignants ou des enseignantes veulent se renseigner, se réorienter professionnellement au cours de leur carrière?
ça, c'est un premier écueil et je crois que l'enseignant et l'enseignante n'est pas seul. Il y a des syndicats, il y a le droit et il y a aussi des associations qui sont là pour rappeler ce qui est possible à faire en la matière. Okay. Le second écueil, et pas des moindres, c'est les parents. Face aux élèves, les enseignants, surtout en primaire, sont confrontés aux parents qui vont considérer dans bien des cas qu'un enseignant qui ne renvoie pas une identité de genre nette ne va pas permettre à l'enfant de construire sa propre identité de genre nette. Avec une toile de fond que l'on a connue aussi avec l'homosexualité, celle d'une suspicion du côté de la maladie, du côté de l'anormalité ou de la perversion. Je crois que concernant les parents, comme d'ailleurs concernant, on va peut-être l'évoquer, les collègues ou l'institution ou les élèves, il est bon de rappeler qu'il est possible de convaincre l'autre dans sa démarche, sans être d'ailleurs agressif ou agressive. Premièrement, on peut rappeler le droit. Le cadre, qui est un cadre générique et qui vaut pour tout le monde, parents comme enseignants. Deuxièmement, on peut activer l'empathie. Qu'est-ce qui, chez l'autre, peut résonner, qui résonne également chez moi? On peut aussi mettre en avant la question de la sollicitude, avec des exemples qui seraient ceux de notre propre vie ou de vie de personnes proches et qui permettraient d'incarner un sujet qui, si on l'évoque comme ça, le genre, les transidentités, peut paraître abstrait et donc aussi un peu effrayant. Enfin, il y a un autre levier pour convaincre les personnes au-delà de l'empathie, au-delà de la sollicitude et au-delà du droit, c'est le respect des institutions et des statuts. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais on sait que convaincre l'autre, c'est aussi un chemin semé d'embûches. Entre les élèves, entre les enseignants et les parents, il y a les élèves. Donc, il va aussi falloir convaincre les élèves en prenant en considération leur niveau, bien sûr, scolaire, puisqu'on n'agit pas de la même façon avec des lycéens ou des lycéennes ou avec des élèves qui ont moins de 10 ans. Enfin, dernier écueil et pas des moindres, celui des collègues. On sait bien que le harcèlement que subissent les élèves renvoie aussi au harcèlement que peuvent subir les élèves, les enseignants et les enseignantes LGBT, LGBTIQ au sein du système d'enseignement primaire, secondaire d'ailleurs comme supérieur, comme si la neutralité ou l'universalité du statut d'enseignant leur empêchait d'avoir des singularités ou des identités propres. Ouais. Bon, merci beaucoup. Nous, on a fini avec les questions. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose d'autre. Peut-être insister, si vous me le permettez, sur une des difficultés que les enseignants peuvent rencontrer face à des élèves trans ou non-binaires ou gender fluides. Bien sûr, on peut changer le prénom sur des logiciels. Bien sûr, on peut rayer le prénom et en changer sur des listes d'appels ou sur des cartes de cantine. Bien sûr, on peut utiliser le programme notamment en biologie ou en sciences et vie de la Terre pour parler de ces questions, ou en économie ou en sociologie pour parler des mouvements sociaux. Mais on se confronte souvent à des enseignants qui montent seuls au front pour soit défendre leurs collègues, soit se défendre eux-mêmes, soit défendre leurs élèves. Monter au front seul, c'est avec certitude se confronter rapidement à de l'épuisement physique et psychique. Il faut donc savoir s'entourer, ne serait-ce que pour pouvoir psychologiquement déverser un surplein, une surdose d'émotions, de stress, de violence. Enfin, on a des enseignants et des enseignantes qui vont très volontairement soutenir les élèves en leur disant « mais dans leur coin, moi je te soutiens, moi je change de prénom ». Et là, je les mets en garde. Attention, si vous les soutenez seuls, alors que l'institution ou les collègues ne les soutiennent pas, vous allez créer chez les élèves des up and down émotionnels, des phénomènes de volonté terrible et de défiance tout aussi terrible vis-à-vis de l'institution, puisque l'élève va penser que si un enseignant ou une enseignante le soutient, c'est toute l'institution derrière qui le soutient. Ne pas oublier que l'institution, c'est une hiérarchie, et donc si un enseignant ou une enseignante agit seul, là encore, il ou elle peut se confronter à des difficultés
à faire entendre sa position au sein de l'institution, au sein de l'école, au sein de l'établissement, car des collègues ou la hiérarchie peuvent mettre des bâtons dans les roues. Surtout, agir en concertation, c'est là la clé, je pense, en tout cas une des clés de résolution de ces problèmes. Merci beaucoup, Arnaud Alessandra, aussi avec ces derniers conseils. Et je vous remercie d'être resté avec nous aujourd'hui. Et bonne continuation.